C'est ça, ce soir, comme Simon l'a dit, on lance la riposte syndicale, en fait, qui sera notre manifeste puis notre mouvement pour intervenir dans le milieu syndical au Québec. Et l'objectif derrière ça, en fait, c'est d'unir les travailleurs syndiqués et les travailleurs non syndiqués contre les patrons, contre les injustices du système capitaliste. À la riposte socialiste, on a plusieurs travailleurs, travailleuses dans nos rangs, syndiqués ou non. Puis la riposte syndicale, ça va justement permettre d'organiser le travail des militants socialistes au sein des syndicats. Et ça va pouvoir attirer justement sous une bannière commune tous les militants au sein des syndicats qui veulent lutter pour le socialisme au Québec et au Canada. Les dernières décennies ont été marquées non seulement au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde. Ça a été marqué par un apaisement de la lutte des classes. Mais depuis 2008, en fait, on voit que la situation change petit à petit. Juste si on regarde au Québec dans les dernières années, en fait, plusieurs mouvements de grève se sont succédés. On pense par exemple, il y a eu le Front commun dans la fonction publique en 2015, il y a eu en mai dernier, mai 2017, les travailleurs de la construction qui sont rentrés en grève. Il y a eu les travailleuses des CPE à l'automne dernier. Présentement, on a les travailleurs à Bécancour, à la luminerie ABI qui sont en lock-out. Ben, les travailleurs les ont mis en lock-out. Puis il y a la grève aussi des travailleurs de la minière IOC à Sept-Îles, à Labrador City. Puis ça, c'est juste quelques grèves que je vous nomme comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres mouvements qui sont rajoutés à ça au cours des dernières années. Ce qu'on voit, c'est que les travailleurs sont en colère, les travailleurs veulent lutter, et c'est pas une situation qui est étrangère à la conjoncture économique dans laquelle on se trouve présentement. Il y a 10 ans, en 2008, le capitalisme est rentré dans une crise vraiment majeure, et ça a été un événement qu'on peut dire qui a été le coup d'envoi, si on veut, pour des attaques vicieuses de la part des patrons et de la part des politiciens aussi sur la classe ouvrière. On a donc un côté les politiciens qui implantent littéralement l'austérité puis qui désagrègent les services publics, et de l'autre, on a finalement les patrons qui tentent de reprendre les concessions qu'ils avaient octroyées à la classe ouvrière par le passé, toutes les conditions de travail relativement pas pires, on peut dire, qu'ils avaient octroyées, ils tentent de les reprendre. Et en fait, dans les années 70, le mouvement syndical avait été capable d'aller chercher des gains importants, et c'était grâce, entre autres, à la combativité du mouvement ouvrier. Les syndicats, aujourd'hui, à l'époque, avaient des demandes très élevées, si on les compare à ce qui se passe actuellement. Je veux dire, les entreprises veulent reprendre comme je disais, les syndicats avaient des demandes très élevées à l'époque, et aujourd'hui, on voit tout le contraste en fait avec cette époque-là. Au mieux, les travailleurs sont capables de faire de maigres gains quand ils ont juste la difficulté à garder les conventions qu'ils avaient eues par le passé. Si on regarde par exemple en 1974, les travailleurs de la fonction publique ont gagné une augmentation du salaire minimum de 30%. Puis ça, c'était grâce en fait au Front commun dans la fonction publique en 1972 au Québec. Et donc, on voit les gains relativement élevés qu'on pouvait avoir à l'époque, qui contrastent avec ce qu'on retrouve aujourd'hui. Entre 2009 et 2017, en fait, les travailleurs syndiqués au Canada ont vu leur salaire augmenter de 1,5% par année en moyenne. Puis à la même époque, en fait, en 2009 et 2017, l'inflation a été exactement de 1,5%. Si bien qu'on peut dire que les salaires ont littéralement stagné pour les travailleurs syndiqués au Canada dans les 8 dernières années. Mais les dégradations en fait, des conditions de travail de la classe ouvrière, ça ne se résume pas seulement à la stagnation des salaires. C'est aussi les patrons qui attaquent de plein front les fonds de pension, les régimes de retraite des travailleurs et des travailleuses. Ils essayent finalement de réduire leur part de financement dans les régimes de retraite pour que les travailleurs assument une plus grande partie des frais. Et à la lumière de cette situation-là, je pense qu'on peut conclure qu'on est bel et bien dans une situation d'offensive de la part des patrons à l'égard de la classe ouvrière. On force littéralement les travailleurs à serrer la ceinture, mais pourtant de l'autre côté, c'est pas ce que les patrons font pas un effort aussi grand que fait la classe ouvrière. Les profits des banques, les profits des grandes entreprises ne cessent d'augmenter.
Puis même les revenus des PDG, en fait, à la tête de ces grandes entreprises-là, augmentent de manière faramineuse. Le Centre le Centre canadien de politique alternative rapportait qu'en 2016, en fait, la moyenne des revenus des 100 PDG les mieux rémunérés au Canada était de 10,4 millions. Ça correspond à 209 fois, en fait, le salaire moyen d'un travailleur canadien, qui est de 50 000 mais en 2009, en fait, 7 ans auparavant, l'écart était de 155 fois. Donc, on voit le fossé qui se creuse, en fait, entre les revenus de la classe ouvrière et les revenus des capitalistes. Et on peut dire finalement que la faible reprise économique qu'on a eue dans les dernières années depuis 2008, ça n'a profité au final qu'à la classe des capitalistes et ça a appauvri les travailleurs et les travailleuses. Donc il y a vraiment une direction inverse que prennent les revenus des patrons, les revenus de la classe ouvrière. Et dans cette situation-là, c'est pas surprenant que les sentiments d'injustice puis le désir de lutter augmentent au sein de la classe ouvrière. Au niveau de la direction du mouvement ouvrier, on vit dans une période qui, je pense, on peut dire, est marquée par l'effondrement du réformisme, en fait. Dans la situation économique actuelle, la tactique de collaboration de classe est de moins en moins apte à aller chercher des gains pour la classe ouvrière. Finalement, le mouvement ouvrier est toujours amené à faire des concessions, et c'est des concessions qui sont unidirectionnelles en faveur des grandes entreprises et au détriment de la classe ouvrière. Et dans cette situation-là, c'est pas étonnant que les travailleurs mettent de plus en plus de l'avant l'idée des grèves et se mobilisent dans des mouvements de grève, disons, héroïques ou magnifiques, pour défendre leurs intérêts puis défendre les gains qu'ils ont fait dans le passé. Et il y a les mandats de grève votés finalement à plus de 75% sont devenus choses communes dans la province. Par exemple, si on prend la grève de la construction en mai dernier, a été votée à 93% en faveur de la grève. Et il y a certaines régions, si on pense par exemple sur la Côte-Nord, le vote a été approuvé à 99%, l'entrée en grève a été approuvée à 99%. Mais malgré que les travailleurs votent massivement en faveur de la grève, les conflits de travail finissent la plupart du temps par des concessions, des reculs au niveau des conventions collectives, ou au mieux par des gains vraiment minimes. Les dirigeants syndicaux, on peut dire, dans une certaine mesure, retiennent le mouvement. Ils essayent de freiner l'ardeur de leurs membres, puis ça se résume souvent dans des paroles comme il faut être raisonnable dans nos revendications, il faut faire des concessions, mettre de l'eau dans notre vin. Mais à la riposte syndicale, justement, ce qu'on défend, nous, c'est qu'on doit cesser immédiatement, en fait, toute concession à la base dans les conventions collectives. Et les syndicats doivent non seulement assumer les mouvements de grève, mais aussi les défendre et les faire respecter. On entend souvent dans les médias et aussi de la part des politiciens que les grèves, ça prend la population en otage, puis que finalement le but derrière ça est jamais atteint à cause de ça, ou ça dévie les syndicats de leur objectif. Puis il y a des représentants syndicaux en fait qui plient devant ces pressions-là faites dans les médias bourgeois et de la part des politiciens. Je pense par exemple à Régine Laurent, qui est la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé au Québec, la FIC. Elle allait jusqu'à dire en novembre 2017 que finalement la grève aujourd'hui, c'est une tactique du mouvement syndical qui devrait être remise en question. C'est un moyen de pression qui est beaucoup trop lourd. Puis finalement qu'on devrait tout faire pour empêcher d'arriver à ce recours-là, à ce recours ultime qui est la grève. Mais le droit de grève, en fait, c'est un droit qui a été acquis grâce aux luttes du mouvement ouvrier par le passé. Et c'est un droit qui doit être utilisé par le mouvement ouvrier dans le but de défendre ses intérêts devant les patrons. Encore une fois, on voit que des votes de grève à plus de 90%, ça démontre que les travailleurs considèrent encore l'importance en fait de la grève et n'hésitent pas en fait à avoir recours à ce moyen-là pour lutter
malgré toutes les pressions en fait, de la bourgeoisie. Mais le droit de grève, c'est un droit qui est aussi constamment bafoué par les capitalistes, en fait. Les patrons ont constamment recours au gouvernement, aux politiciens pour passer des lois spéciales, en fait, pour forcer le retour au travail, briser les grèves. Et les politiciens adoptent finalement ces lois spéciales-là sous toutes sortes de prétextes, comme par exemple sous l'idée des services essentiels qui doivent être assurés pendant les mouvements de grève ou quoi que ce soit. Mais les patrons non plus ne se gênent pas en fait, pour utiliser les tribunaux pour aller chercher des injonctions contre les mouvements de grève ou même d'utiliser la police pour faire sortir les travailleurs qui voudraient occuper les usines. Mais on ne doit pas s'étonner de ça en fait, parce que après tout, comme le disait Marx déjà au 19e siècle, il disait le gouvernement finalement c'est un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise, en fait, après tout, en dernière analyse. Souvent, les syndicats vont amener les lois spéciales devant les tribunaux, en fait, pour les contester et les défaire, mais c'est un processus qui souvent prend beaucoup de temps, et une fois que le verdict est rendu, souvent le mouvement a le temps de s'essouffler, puis la reprise du travail est déjà faite. Ce qu'il faut, c'est que les travailleurs défendent eux-mêmes en fait, leurs droits de grève et ne se fient pas en fait, sur les tribunaux de la bourgeoisie pour régler ce problème-là. Le mouvement syndical doit se tenir solidaire en fait, de tous les syndicats qui verraient leurs droits bafoués par une loi spéciale ou par une injonction ou une mesure de ce genre. En fait, les travailleurs les syndicats ont été illégaux par le passé, puis si les travailleurs n'avaient pas défié en fait, les lois illégales, ben, il n'y aurait jamais eu de syndicats comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai Michel Chartrand, en fait, qui est un syndicaliste québécois assez bien connu et pour ses idées très tranchées, disons, disait par rapport à l'illégalité et la légalité des syndicats, il disait le mouvement syndical est né dans l'illégalité, en fait, il a grandi dans l'illégalité, puis il va devoir continuer de vivre en marge de la légalité qui favorise finalement une minorité au détriment d'une majorité, en fait. Et je pense que ce que Michel Chartrand expliquait déjà dans les années 70, c'est un peu un retour à ce vers quoi le mouvement syndical devrait aller, du moins par rapport à la contestation des lois spéciales et tout ça. Donc, au cours de l'histoire, les travailleurs ont créé leur mouvement, leurs organisations syndicales. Puis, les syndicats sont fondés finalement sur des bases industrielles et professionnelles dans le but de lutter pour les intérêts économiques des travailleurs au sein des entreprises. Et le développement des syndicats, ça a été un événement très progressiste en soi, en fait. Et les syndicats demeurent un élément de progrès dans notre société aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est que les patrons utilisent constamment le pouvoir politique pour protéger leurs entreprises, pour protéger leurs briseurs de grève, pour protéger finalement leurs intérêts contre le mouvement ouvrier. Et pour cette raison-là, les syndicats ne peuvent pas rester en marge de la lutte politique. Au Québec, les principaux syndicats sont passés par toute une différente phase en fait, dans leur histoire. Je pense que le développement de la CSN, en fait, l'histoire de la CSN, ça démontre assez bien l'évolution du syndicalisme au Québec. Lorsque les syndicats, finalement, ont émergé dans la société québécoise au début du 20e siècle, le clergé, l'Église, va essayer de parrainer le mouvement ouvrier en créant la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, et c'était dans le but de dévier les travailleurs, en fait, des syndicats plus radicaux qui voyaient le jour dans la province de Québec. Et à ses débuts, la CTCC, finalement, ça servait les intérêts de l'Église, de la classe bourgeoise aussi, afin de contenir le mouvement ouvrier dans sa lutte contre le capitalisme. Et la centrale, elle entretenait dans ces années-là des liens assez étroits avec l'establishment politique, même que certains de ses membres, en fait, étaient affiliés d'une manière ou d'une autre au Parti libéral, principalement. Mais dans la CTCC, dans les années 50 particulièrement, il va se développer une lutte à l'interne pour la déconfessionnalisation du syndicat. Et cette lutte-là, ça va porter ses fruits.
au tournant des années 60, la CTCC, ça va devenir la CSN. La CSN va devenir en fait le syndicat à l'avant-plan de toutes les principales luttes ouvrières au Québec dans les années 60 et 70. Pendant cette période-là, le mouvement syndical a adopté une attitude beaucoup plus combative, en fait, puis il va provoquer une certaine cassure entre lui puis l'État québécois, entre lui et les partis de la bourgeoisie. Le mouvement syndical a étendu ses actions au-delà de la lutte économique au sein des entreprises parce qu'il il voyait la nécessité en fait d'aller au-delà de ces luttes-là. Comme le disait encore une fois Michel Chartrand, syndicaliste québécois, il disait on ne pourra pas faire régler justement par les employeurs la question du logement, ni la question des transports, ni la question des taxes, ni la question de la retraite en fait. Tant que la classe ouvrière, tant que la majorité démocratique n'aura pas les rênes du pouvoir, on va continuer de tourner en rond en augmentant pour une période plus ou moins, en augmentant plus ou moins notre standard de vie pour une période X. Ce qu'il expliquait finalement, c'est que sous le capitalisme, les gains qui sont faits sur les milieux de travail sont constamment menacés en fait. Il faut les mettre en sûreté en renversant le capitalisme. Donc la CSN, plus particulièrement le Conseil central des syndicats de Montréal, ça va vraiment devenir le foyer de la contestation sociale des travailleurs au Québec. Et la centrale va même développer des thèses très radicales en faveur pour l'abolition du capitalisme, en fait, puis pour son remplacement par le socialisme. Et tout naturellement, la prochaine étape qui se présentait pour le mouvement ouvrier à l'époque, c'était rien de moins que la construction d'un parti des travailleurs pour lutter justement en faveur du socialisme. Et les principaux syndicats québécois à l'époque étaient devenus relativement très radicaux. Mais les syndicats ne suffisent pas dans une optique de renverser le capitalisme et d'instaurer le socialisme. Pour réaliser le socialisme, les travailleurs ont besoin d'un parti qui va unir les travailleurs syndiqués, les travailleurs non syndiqués, les chômeurs, puis une organisation finalement qui va être consciente de ces tâches politiques dans le but d'arriver à prendre le pouvoir et à instaurer le socialisme. Donc, pour différentes raisons, la création de ce Parti des travailleurs-là, il n'a pas vu le jour, en fait, ce parti-là. Et l'absence du Parti des travailleurs au Québec, ça a amené les syndicats à plusieurs reprises, d'une manière directe ou indirecte, à appuyer le Parti québécois, en fait. Et lors de sa fondation, le PQ disait qu'il avait un parti favorable, un parti pris pour la classe ouvrière, mais les syndicats allaient apprendre, du moins les travailleurs allaient apprendre assez vite que c'était juste des paroles en l'air. Dès son élection en 1976 et par la suite, le Parti québécois va multiplier les attaques sur la classe ouvrière et, disons, l'attaque la plus symbolique, c'est certainement les lois spéciales passées en 1983 pour forcer les travailleurs de la fonction publique à mettre fin à leur grève. Puis ça a aussi forcé les travailleurs à accepter des conventions collectives avec des coupures allant jusqu'à 20% en fait, ce qui est vraiment drastique. Et on peut donc dire à la lumière de ça que la situation politique actuelle au Québec, elle se caractérise par d'un côté le Parti québécois et de l'autre côté le Parti libéral qui finalement ont multiplié l'austérité et les lois spéciales au cours des dernières décennies contre les travailleurs. On a deux partis traditionnels qui ont des politiques clairement anti-ouvrières et on a parallèlement à ça en fait la montée d'un troisième parti, la CAQ, la Coalition Avenir Québec, qui promet du moins de faire aussi pire que le PQ et le PFU, si ce n'est pas de faire pire. Les syndicats, pourtant, ont la capacité de résister à ces partis-là. Ils pourraient freiner la progression de la CAQ aussi. Mais le mouvement, puis pour ça, le mouvement ouvrier ne doit pas rester les bras croisés, en fait. Il doit prendre une part active dans la politique actuelle. Mais la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais la FTQ a annoncé qu'elle ne donnerait pas de directive à ses membres en vue des prochaines élections, qu'elle ne va pas soutenir de voter en faveur d'un parti plutôt qu'un autre. Et je veux dire, finalement, c'est vraiment rester passif à la montée de la droite encore au Québec.
dans la période actuelle, je pense que les syndicats doivent se prononcer clairement, en fait, sur la scène politique en faveur d'un front, du moins, contre l'austérité, dans une perspective de fonder un véritable parti des travailleurs. Et pour ça, du moins, des pourparlers avec Québec solidaire semble la situation la plus probable à l'heure actuelle, mais constamment, les dirigeants syndicaux repoussent, en fait, l'arrivée de ce parti des travailleurs-là sur la scène politique québécoise. Et Léon Trotsky disait en 1940 que la crise, la politique mondiale était caractérisée par la crise de la direction de la classe ouvrière. Je pense qu'on peut dire encore que ces paroles-là, en fait, sont encore pertinentes aujourd'hui, et s'il y a de quoi, ils sont encore plus véridiques à notre époque que c'était le cas en 1940. Si on regarde autour de nous, les mouvements de grève qui sont passés dans les dernières années au Québec, on voit que les travailleurs veulent lutter. Les travailleurs n'ont jamais été aussi favorables finalement à se mobiliser. Et ils veulent aller jusqu'au bout, en fait, pour conserver leurs bonnes conditions de travail qui sont menacées. Et certaines personnes, souvent, sont très... aiment les idées du socialisme, en fait, et constatent que le capitalisme nous offre vraiment un cul-de-sac à l'heure actuelle et puis en mesure d'améliorer la vie des gens. Mais souvent, ces gens-là, du moins une partie de ces gens-là, vont dire « Ah, mais la classe ouvrière est devenue amorphe, elle ne veut plus lutter », ou même certains vont dire « La classe ouvrière n'existe littéralement plus ». Mais je veux dire, si on regarde les grèves qui sont survenues dans les dernières années, ça prouve tout le contraire, en fait. On devrait être plutôt optimiste et réavancer les idées du socialisme, en fait, dans le mouvement ouvrier. Il est plus que temps que les idées révolutionnaires, en fait, soient apportées aux travailleurs, aux travailleuses dans leurs syndicats par les militants. Et en tant que marxiste, on doit défendre, en fait, notre programme, nos idées, notre méthode au sein des syndicats. Et pour ce faire, la riposte syndicale va vraiment nous offrir un outil, en fait, un véhicule pour amener ces idées-là. On cherche à amener une lutte finalement irréconciliable avec la direction syndicale des organisations au Québec, au Canada, et détourner finalement les travailleurs de l'influence des idées des réformistes, des idées de collaboration de classe, en fait. Il faut que les forces révolutionnaires dans le milieu syndical soient regroupées sous une bannière, et la riposte syndicale sera certainement, je l'espère, dans le futur, une bannière qui va gagner en popularité, qui va être capable de rassembler les militants qui veulent lutter pour le socialisme dans le mouvement syndical. Et finalement, le mouvement que vous attendez tous, je vais laisser la parole à Sébastien. Donc, effectivement, le passé syndical au Québec et au Canada est vraiment riche d'expériences de luttes passées. Entre autres que le Front commun de 72, on peut penser aussi aux grèves de Winnipeg en 1919, aux grèves d'Asbestos en 1949, ou même aux grèves de Murdochville, où les ouvriers, à ce moment-là, ont littéralement risqué leur vie pour améliorer leurs conditions de travail. Ces luttes-là, dans le passé, ont fait grandement avancer la cause ouvrière. On fait comprendre aussi aux gens le caractère de classe qu'il y avait à la lutte contre les patrons. Et on constate aujourd'hui, malheureusement, que la lutte a connu un recul important, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan démocratique. Les travailleurs, les travailleuses ont perdu le contrôle de leurs syndicats, ont perdu leur pouvoir démocratique d'influencer aussi les décisions syndicales, d'influencer les négociations, et sont souvent en dehors des négociations. En fait, complètement en dehors des négociations pour les conventions collectives. Les syndicats, ils se battent aujourd'hui plus pour améliorer les conditions de travail des travailleurs, améliorer les salaires, mais plutôt en général pour conserver les acquis du passé. Donc, on est vraiment dans une situation qui est complètement différente. Comme on a expliqué un petit peu avec Jean, parce que Jean-Léon l'a dit. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir intervenir dans le mouvement syndical en ramenant la combativité et la démocratie qui a vraiment autrefois fait des changements et a fait avancer la cause ouvrière.
La lutte syndicale contre les patrons, contre le système capitaliste dans son ensemble, ne peut pas se faire sans une participation active des membres de la base, des travailleurs et des travailleuses. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font rouler les industries, c'est eux qui font en sorte que les profits des patrons continuent de s'agrandir, c'est eux qui connaissent le mieux leur milieu de travail. Et en dernière analyse, c'est eux qui subissent les conséquences des mesures d'austérité, qui subissent les conséquences des coupures, des mises à pied, et qui écopent de la faiblesse de leurs dirigeants syndicaux quand ils signent des conventions collectives bidons, avec plein de concessions faites aux patrons. C'est eux qui, éventuellement, brisent le mouvement syndical. Ces carriéristes syndicaux-là, qui sont les complices des patrons, sont responsables du recul dans les conditions de travail au Québec. Et il faut s'y opposer en militant pour une réelle démocratie ouvrière, pour une implication dans les syndicats par les travailleuses de la base, une démocratie où les travailleurs syndiqués vont être inclus dans les prises de décision des syndicats, vont pouvoir militer pour faire avancer leur demande. Et ça ne peut pas être possible sans qu'on s'attaque de façon crédible au carriérisme syndical. Ce que j'entends par là, c'est dire que trop souvent, on a des représentants syndicaux qui se présentent, on a des candidats qui sont là pour leurs propres intérêts, dans le fond, pour faire avancer leur carrière, pour faire avancer leur prestige, plutôt que de vraiment vouloir lutter contre le patron pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs. On a des représentants qui ne sont pas payés au même salaire que le reste des travailleurs. En fait, nous, on pense que les représentants syndicaux devraient avoir un salaire qui est égal au salaire moyen des travailleurs qu'ils représentent. En fait, si on regarde les chiffres aussi au Québec, on a pour la CSN, la moyenne des salaires pour les représentants syndicaux, c'est de 147 000 $, qui est largement supérieur à n'importe quel salaire des membres de ce syndicat-là. On a le syndicat canadien de la fonction publique qui a une moyenne de 130 449 $ de revenus par année pour un représentant syndical. Au niveau des dirigeants, on a Gaétan Morin, qui est dirigeant de la FTQ, qui a environ 140 000 $ de revenus par année, alors que le syndicat dont moi je fais partie, la FIC, la présidente a un revenu de 116 000 $ par année, qui est définitivement mieux que n'importe quel salaire infirmier. Même Rambo Gauthier, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, Rambo Gauthier qui était sur la Côte-Nord, qui était pour la FTQ, qui voulait militer contre l'establishment, qui a même été jusqu'à se lancer en politique pour après ça se résigner. Mais même lui vivait avec un salaire de 105 000 $ par année. Donc, comment on peut concevoir d'avoir des dirigeants syndicaux qui puissent représenter vraiment efficacement les membres s'ils ont un salaire qui les détache des conditions de vie des travailleurs? Ça les détache en fait des conséquences directes, des coupures, des détériorations des conditions de travail. Et en dernière analyse, les représentants syndicaux ne devraient pas avoir aucun avantage ou aucun privilège par rapport à leur position. Si en fait les représentants syndicaux flanchent devant les patrons, bien, ils devraient être remplacés, être révoqués, puis les membres doivent pouvoir les remplacer par des représentants qui vont être plus combatifs, qui vont être à la hauteur de leurs demandes. Ça va seulement se faire s'il y a un processus démocratique qui est en place à l'intérieur du syndicat. Et ce processus démocratique-là, bien, ça peut se faire si les assemblées syndicales représentent le centre de la démocratie au sein du syndicat. Et il faut que ça soit accessible à tous les travailleurs, à tous les ouvriers. Puis par accessible, ce que je veux dire, c'est que le lieu doit être crédible et l'heure dans laquelle ça se fait, ça doit être crédible pour les travailleurs en place pour qu'ils puissent y accéder, avoir des meilleurs pourcentages que ce qu'il y a en ce moment dans les assemblées syndicales. On pense entre autres que les travailleurs s'impliqueraient beaucoup plus si ils ont un pouvoir sur les enjeux qui vont être abordés dans les ordres du jour lors des assemblées générales. Ça permettrait aux travailleurs de décider de quoi ils veulent parler, de quelles demandes eux ils veulent mettre de l'avant dans les négociations et dans leur lutte contre les patrons. Un exemple concret que moi je vis en tant qu'infirmier en ce moment, c'est toutes les conséquences qui ont lieu suite aux coupures puis suite à la loi 10 du docteur Barrette. Et face aux conséquences que la plupart des infirmiers puis les infirmières et les autres professionnels de la santé aussi, on n'est pas les seuls qui ont subi les conséquences de ça, mais face à toutes ces conséquences-là, on a depuis quelques mois un mouvement de contestation assez important au niveau des infirmières
contre les conditions de travail, contre les temps supplémentaires obligatoires, contre les charges de travail qui sont insoutenables, qui sont en fait les conséquences directes des coupures en fait, dans le système de la santé depuis 3 ans. Toutes ces choses-là étaient fortement prévisibles, puis les négociations syndicales de 2015 pour le renouvellement des conventions collectives ont complètement échoué à protéger les droits des travailleurs, à protéger les conditions de travail. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, on a des représentants syndicaux de la FIC qui envoient des dépliants, qui militent de façon assez passive et qui discutent assis tranquillement avec le ministre Barrette de l'imposition de ratios, de quotas, de personnel professionnel patient. Ces ratios-là, non pas que je suis contre, mais en fait, ça ne répond pas du tout aux besoins qui est exprimé par la base. Ça ne confronte en rien les coupures qui ont eu lieu dans le système de la santé, ça ne confronte en rien les conditions de travail, ça ne confronte en rien non plus la crise des temps supplémentaires obligatoires. Donc, en dernière analyse, les représentants syndicaux ne sont pas à la hauteur des demandes du mouvement ouvrier, du mouvement des infirmières néanmoins. Fait que ce genre d'exemple s'observe de plus en plus dans les luttes syndicales où les demandes des travailleurs et des travailleuses dépassent ceux de leurs représentants syndicaux. Puis d'un autre côté, dans une perspective de démocratisation, bien, on voit que ces dirigeants syndicaux-là mettent de plus en plus de pression pour garder leur poste contre les mouvements qui viennent du bas, qui critiquent en fait la direction. Puis dans ce sens-là, on refuse la mise sous tutelle de tous les syndicats. Il faudrait refuser en fait au niveau dans notre implication syndicale, dans ce qu'on veut faire, c'est la mise sous tutelle des syndicats locaux. Puis par là, ce que j'entends dire, c'est quand un syndicat central, les dirigeants d'un syndicat décident de suspendre les pouvoirs d'une section locale, prendre le contrôle de l'administration pour remettre de l'ordre en fait dans l'administration. Mais ce qu'on voit dernièrement, c'est que ça a été utilisé pour étouffer les mouvements de contestation de la base qui avaient lieu à ce moment-là. On peut avoir des exemples, surtout avec le syndicat canadien de la fonction publique, qui semble s'en faire une spécialité de la mise sous tutelle. En 2015, il avait mis le syndicat des chauffeurs de la STL en tutelle après qu'il y a eu un conflit entre le président et un conflit direct avec le président de la section locale, Richard Ouimet. Dernièrement, c'est le syndicat d'écoles bleues regroupé de la Ville de Montréal qui a été mis sous tutelle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait Chantal Racette qui était présidente de la section locale 301, qui avait organisé des grèves illégales contre le maire Coderre, qui était aussi entré en conflit direct avec le président québécois du syndicat qui était Michel Ranger. Et clairement, elle avait des méthodes militantes, des méthodes de revendication qui ne convenaient pas à la direction, qui a finalement décidé de mettre sous tutelle la section locale afin de cesser le conflit, au lieu de donner le pouvoir aux membres du syndicat. Fait que ça fait maintenant 1 an que le syndicat est sous tutelle, il n'y a toujours pas eu d'élection des membres, toute l'administration est encore exécutée par des gens qui sont non élus. Sans prendre parti pour Chantal Racette ou pour Michel Ranger, on peut affirmer que tout ça, c'est antidémocratique. Ça ne laisse pas le pouvoir à la base de décider en qui ils ont confiance. D'ailleurs, Chantal Racette avait eu un appui de 66% dans le vote de confiance avant qu'il y ait la mise sous tutelle. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que sans démocratie syndicale, on ne peut pas espérer que les membres veulent s'impliquer davantage. Il faut donner le pouvoir à la base de gérer les crises de direction, puis de pouvoir pousser pour des leaders qui sont à la hauteur de leurs demandes, à la hauteur de ce qu'ils veulent réaliser. Il faut aussi résister à toutes les tentatives des patrons de diviser la classe ouvrière sur des questions de sexe, sur des questions d'orientation sexuelle, sur des questions de genre, de race ou d'origine ethnique, ou sur des questions de religion ou sur l'âge. Dernièrement, on a vu toutes sortes de choses passer au sein de la classe ouvrière, plein de tentatives de division des travailleurs sur les origines ethniques, entre autres. Et il faut se rendre compte que la force des travailleurs et des travailleuses réside dans leur unité, leur solidarité. C'est ça qui font qu'ils sont forts devant les patrons. Les divisions servent juste à exploiter davantage les personnes les plus opprimées au détriment de l'ensemble de la classe ouvrière. Par exemple, le racisme envers les travailleurs et les immigrants amène des disparités de salaire qui tirent à la baisse l'ensemble des salaires. La stagnation des salaires dans un domaine
techniquement, va nécessairement mener à tirer à la baisse l'ensemble des salaires dans les autres domaines aussi. Et ça, c'est quelque chose que les patrons utilisent énormément dernièrement. On voit aussi des patrons qui tentent de négocier des conventions à deux vitesses entre les anciens travailleurs avec plus d'ancienneté puis les nouveaux travailleurs qui ont quelques années seulement d'accumuler. On voit qu'on a eu les dirigeants syndicaux ont accepté de négocier des conventions collectives où les jeunes avaient un fonds de pension qui était moins avantageux que ceux des anciens travailleurs et qui, eux, ont pu conserver leur régime de retraite comme que c'était il y a 10 ans. Et au contraire, ces disparités de traitement-là, on devrait s'y opposer et offrir une vive offensive contre ça pour, au contraire, améliorer les conventions collectives et non pas pour défaire ce que les jeunes peuvent avoir encore comme convention qui est intéressant. Puis ça, on voit que ça continue de s'infiltrer encore et encore. Bref, en dernière analyse, quand on regarde toute la situation, ce qu'on doit mettre de l'avant, c'est que il est inacceptable d'avoir un salaire inégal ou des conditions de travail inégales pour un travail qui, lui, est égal. Et ça représente un véritable cancer dans nos organisations ouvrières et on doit s'y opposer fortement. On soutient qu'une attaque contre un est une attaque contre tous et que, donc, à travail égal, salaire égal. Dans ce sens, on ne peut pas espérer que les quotas hommes-femmes dans n'importe quel domaine ou les quotas sur les travailleurs issus de minorités visibles vont vraiment réussir à eux seuls, donc j'insiste là-dessus, mais à eux seuls ne vont pas réussir à résoudre le problème de l'opération sur les minorités, ne vont pas réussir à régler le problème du racisme, car les patrons vont continuer à utiliser des formes de division de toutes sortes de tactiques possibles afin de briser l'unité des travailleurs dans la lutte. Seule une lutte de masse où les gens sont unis, où les gens sont prêts à mettre fin à leur division, donc en dernière analyse, c'est une lutte de classe qui peut permettre à tout le monde d'avoir un accès à un emploi décent, va mettre fin au racisme, va mettre fin aux divisions, au sexisme, etc. Cette unité doit aussi se faire entre les travailleurs syndiqués et les travailleurs non syndiqués. On a remarqué que les politiciens de droite au Québec ont la langue facile en critiquant l'école blanche, en critiquant l'école bleue, en critiquant les employés du service public, en disant qu'ils ont des avantages sociaux, des régimes de retraite, des salaires trop hauts, pour lesquels on s'est battu dans le passé. Et on tente de faire croire, dans le fond, aux travailleurs non syndiqués que les gains que les travailleurs syndiqués ont obtenus sont non mérités, qui devraient être révoqués, et que c'est injuste parce que ça pèse un poids économique sur les contribuables, ce qui est complètement faux. Ce qu'on peut faire en tant que tout le monde ensemble pour s'opposer à ces divisions-là entre les travailleurs syndiqués et les travailleurs non syndiqués, c'est de mettre de l'avant dans les luttes syndicales des revendications qui permettent à l'ensemble des travailleurs de bénéficier de gains. On peut penser, en ce moment, il y a la lutte pour la hausse du salaire minimum à 15$ de l'heure qui vise surtout les travailleurs non syndiqués. On pense à l'amélioration des congés parentaux, à l'âge de la retraite pour tous, à la gratuité des services publics, donc à l'amélioration des conditions de travail pour l'ensemble des travailleurs au Québec. Ça pourrait être un point de rassemblement entre les luttes des syndicats et les luttes qui sont plus fermées. Donc, il faut arrêter d'avoir une vision étroite, centrée sur ses propres intérêts dans le milieu syndical, puis avoir une vision d'ensemble pour vraiment favoriser la cohésion entre les travailleurs syndiqués et non syndiqués. Et c'est ce qu'on veut faire aussi avec le programme de la riposte socialiste, riposte syndicale aujourd'hui qu'on présente. Donc, c'est d'avoir cette unité-là entre les travailleurs syndiqués, non syndiqués et les travailleurs de toute origine. Et quand on regarde les chiffres, en fait, on se rend compte que c'est seulement 38,4% des travailleurs qui en ce moment sont syndiqués. Donc, tous ces travailleurs-là se retrouvent majoritairement dans les services publics et dans la construction. C'est donc une majorité de travailleurs qui sont non syndiqués. Et c'est pourquoi la syndicalisation en ce moment devrait aussi viser fortement à s'étendre à l'ensemble des travailleurs, à aller dans une perspective d'unifier le mouvement contre l'exploitation, contre le capitalisme. La syndicalisation d'une plus grande partie de la classe ouvrière, donc, ça va permettre de mieux négocier contre les patrons
et d'avoir éventuellement des meilleurs salaires, des meilleures conditions pour tous. Le nombre et l'unité des travailleurs sont, on le sait, la force principale contre l'exploitation du capitalisme. Il y a un dernier point qu'on mentionne dans notre programme de la riposte syndicale, c'est le refus du maraudage syndical. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que dernièrement, on a vu certains mouvements, entre autres au niveau d'Unifor, qui a décidé de se désaffilier du Congrès du travail du Canada dans le but de pouvoir aller faire du maraudage, c'est-à-dire d'aller dans les milieux de travail syndiqués qui ne sont pas à eux, tenter de recruter des membres des autres syndicats pour éventuellement avoir plus de membres pour soi. Et ce genre de maraudage-là, on le dénonce fortement. On pense que c'est une perte de ressources majeure, ça n'aide en rien la lutte contre les patrons, la lutte pour des meilleures conditions. Si les travailleurs syndiqués sont en mesure de pouvoir avoir une meilleure démocratie, puis sont en mesure de pouvoir révolutionner leurs organisations de façon démocratique, ils n'en auront rien à faire en fait du maraudage. Il faut plutôt chercher à agrandir les syndicats en allant vers l'extérieur qui sont non syndiqués. Et en conclusion, c'est nécessaire que ce mouvement ouvrier-là, dans son ensemble, soit plus démocratique, plus combatif, si on veut mettre vraiment un frein aux attaques des patrons, renverser les coupures et les mises à pied. Les travailleurs doivent se réapproprier leur syndicat, mettre leurs enjeux de l'avant, et la riposte syndicale veut rassembler tous ces travailleurs-là qui veulent militer pour des meilleures conditions, qui veulent militer pour le socialisme. Cela, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une unité des travailleurs, hommes, femmes, trans, syndiqués, non syndiqués, ou d'origine ethnique différente. C'est ensemble qu'on peut penser pouvoir révoquer les dirigeants syndicaux qui sont complices des patrons et de façon démocratique avancer des vraies demandes pour des améliorations dans les conditions de travail. Il faut rejeter les politiques de division, il faut s'opposer aux tentatives de maraudage, il faut revendiquer un salaire égal aux travailleurs pour les représentants syndicaux. Et donc, c'est à travers un programme socialiste révolutionnaire, comme qu'on présente aujourd'hui à la riposte syndicale, qu'on peut vraiment espérer mettre fin à l'exploitation contre du système capitaliste dans son ensemble.